Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ensemble qui nous concerne tous au quotidien. Il s'agit du lien entre le stress, les émotions et la performance humaine. Alors dans nos vies professionnelles, nous avons parfois l'impression de devoir encaisser, de courir après le temps, de gérer la pression et il arrive que le stress prenne le dessus, au point d'atteindre peu à peu notre énergie. Alors l'épisode du jour s'intitule Débrancher le stress, rallumer l'humain, tout un programme et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Sclaverano. Et Nathalie est coach, spécialisée dans la compréhension fine de ce lien stress-émotion et accompagne des dirigeants, des managers et des équipes à retrouver l'équilibre et la vitalité. Avec elle, nous allons explorer des questions essentielles, donc comme par exemple comment reconnaître les signaux du stress émotionnel, quelles techniques simples pour nous aider à la désamorcer au quotidien? Et surtout, dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, comment garder notre juste place, justement, en tant qu'être profondément humain? Alors Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Et alors pour débuter cette interview, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené justement à t'intéresser à tous ces sujets et notamment au niveau du stress, des émotions, la performance humaine. Nous t'écoutons. Alors, bonjour à tous. Alors, mon parcours, je pense que c'est lui, en fait, qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui, parce que vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, j'ai énormément bougé dans ma vie, j'ai déménagé plus de 25 fois, j'ai arrêté de compter à 25 parce que ça commençait à faire beaucoup. Et du coup, j'ai exercé différents métiers. J'ai été dans l'hôtellerie-restauration notamment, j'ai été seconde de cuisine, j'ai été responsable de salle, j'ai été barmaid, et puis aussi dans le domaine de la vente, du commerce, où j'ai été vendeuse, et puis ensuite responsable de magasin, directrice adjointe, et puis j'ai eu mes propres boutiques. Donc tout ça, ça m'a toujours en contact avec les gens, hein, toujours le contact, toujours, et ça m'a permis en fait d'observer et de voir des choses, tout ce qui se passe au niveau de la gestion du stress, au niveau du relationnel, et voilà. Donc j'ai eu quand même un beau panel de, de, de témoins en fait de tout ce qui se passe, notamment dans les relations. Et ça m'a amené quand j'ai eu mes boutiques. En fait, j'ai eu une boutique à Saint-Tropez et une à Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez. Et où j'ai commencé par le bien-être parce que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est nature. Donc j'avais des produits naturels, cosmétiques naturels, et puis des produits pour la maison. Et de fil en aiguille, je suis arrivée dans le bien-être comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai fini par être prof de yoga. J'ai été me former en Inde. Comme ça, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, tu vas reprendre mes cours de yoga parce que moi je pars en vacances. Je dis, ah bon. Donc j'ai dit, je vais aller me former du coup, hein, pour être pour me valider moi en fait, hein. Donc je suis allée me former en Inde. J'ai commencé par le yoga, ensuite j'ai fait de l'énergétique, ensuite j'ai fait des massages, et puis après je suis passée par le mental parce que j'avais des demandes en fait des gens que j'accompagnais dans le yoga et tout ça. Et je suis arrivée au mental. J'ai à peu près toutes les techniques de thérapie, bref, je les connais. Et ensuite, j'ai découvert la théorie polyvagale, où là, ça m'a permis, avec le nerf vague et la régulation, ça m'a permis de faire le lien entre tout ça, en fait, de revenir au corps sans passer par le corps. Tout ça, ça a fait le lien. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà pourquoi et comment je suis arrivée là. Alors c'est un parcours riche et puis diversifié. Et alors aujourd'hui, tu travailles aussi pour les entreprises. Oui. Comment tu amènes cette culture et en fait ton unicité dans les entreprises? Alors, c'est assez simple finalement, parce que je l'amène par le relationnel, puisque moi je me suis spécialisée dans la sécurité relationnelle.
et dans la confiance relationnelle, ce qui fait que, et comme c'est la base, en fait, c'est la base de tout, hein, tous nos problèmes de stress, de désengagement, de manque de motivation, qui n'a pas eu la boule au ventre le dimanche soir avant de reprendre le travail. Donc, bah, tout ça, c'est pas le travail en soi, c'est pas les tâches qu'on a à accomplir, parce que les tâches qu'on a à accomplir, généralement, on les connaît, ou bien on les apprend, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours la relation. C'est toujours la relation avec mon supérieur, c'est la relation avec mes collègues, c'est un tel me fait toujours des réflexions, je vais encore me retrouver avec machin que je supporte pas, parce qu'il me fait vivre des choses qui sont pas alignées avec ce dont j'ai besoin. Donc en fait, j'amène ça, et c'est tellement une évidence que ça se fait tout seul, parce que oui, j'ai des formations sur la gestion du stress, mais je passe par le relationnel pour ça, et c'est tellement la base que finalement, voilà, c'est ce que je disais, c'est une évidence en fait. Alors justement, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans la notion justement de la gestion du stress et des émotions. Comment tu expliques le lien intime entre le stress et les émotions dans un cadre professionnel? Le lien intime entre le stress et les émotions, bah, c'est pas compliqué. Tout est déclenché par le corps en fait. Hmm. Donc le corps, lui, subit un stress qui est souvent inconscient, hein, on s'en rend même pas compte la plupart du temps. Et c'est lui qui va nous générer des émotions. C'est notre système nerveux qui va nous faire avoir des émotions parce que lui, il a, euh, euh, il a perçu un danger. Un danger qui n'est pas forcément réel, puisqu'on n'est jamais, en tout cas dans nos contrées, on n'est jamais en danger de mort, sauf que lui, c'est comme ça qu'il l'interprète. Donc il nous fait ressurgir des émotions qui sont en lien avec ça. Et souvent, c'est des choses qui viennent de loin, hein, de il y a longtemps, de notre petite enfance, parce que enfant, bébé même, on est tellement dépendant de l'humain, tellement dépendant de l'adulte, de quelqu'un d'autre, qu'on va adopter des stratégies en fait pour ne pas mourir. C'est juste ça. Et du coup, le système nerveux, eh bien, les stratégies qui fonctionnent, eh bien, il va continuer à les implémenter, à les faire grossir, à dire bah, ça fonctionne, donc on va continuer comme ça. Et à un moment donné, on se retrouve où ça ne nous correspond plus. Et c'est là que le stress arrive, c'est là que le burn-out arrive, c'est là que il n'y a plus rien qui nous correspond, qu'on ne supporte plus parce que notre système nerveux il est complètement déclenché pour un oui, pour un non, et il réagit tellement de façon brutale et je dirais même grossière, grossière dans le sens grosse, enfin gros, dans le Oui. sens que ça déborde de partout, que voilà, on en arrive à des extrémités comme ça qui font que la plupart des gens, ça va pas au travail, quoi. Et puis bon, quand on regarde les chiffres, on s'en rend bien compte, hein, Mm. tu vois, je l'invente pas, hein. C'est un vrai besoin, hein, voilà. Et on a besoin de revenir aux bases, en fait, parce que souvent, on fait des formations, on a des techniques, on dit, allez, on va faire des formations sur le management, parce qu'il faut être comme ci, comme ça. Je vois des choses passer sur LinkedIn, j'ai dit, oui, d'accord, un bon manager, il doit dire ça, il doit être comme ça, il doit se comporter comme ça. Oui, mais comment il peut le faire concrètement? C'est ça. Il peut le faire s'il est en sécurité à l'intérieur de lui. Et ça s'apprend. Ça, déjà, il faut le comprendre, ça. Il faut comprendre ses propres réactions. Il faut étudier un petit peu. Il faut prendre le temps de se dire, bah, je vais travailler sur moi, avec moi plutôt, que sur moi d'ailleurs. Je vais travailler avec moi. Je vais essayer d'avoir de la compassion pour ce que je vis, de comprendre. Et une fois que je comprends ce que je vis, eh bien, je vais pouvoir avoir une action dessus. Et aussi, bah, miraculeusement, si je puis dire, même si c'est pas miraculeux, mais enfin, j'aime bien le mot quand même, parce que c'est quand Mhm. même beau, euh, ça va nous faire comprendre l'autre, et ça va nous faire être moins en réaction par rapport à ce que l'autre nous renvoie, tout simplement. Donc on est vraiment là sur tout ce qui est relationnel. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quels sont les signaux d'alerte les plus fréquents que tu peux rencontrer de ce lien stress-émotion en entreprise dans un contexte de travail? Qu'est-ce que tu peux nous Alors dire? les liens, les signaux les plus fréquents, c'est un qu'on connaît, je pense, à peu près tous, c'est une grosse fatigue. Mhm. C'est je dors mal. C'est j'ai la boule au ventre, quand je vais rentrer en réunion, j'ai la boule au ventre, bah, j'en parlais tout à l'heure, le dimanche soir avant de reprendre le travail, ça commence à tourner là-dedans et ça commence à m'angoisser, j'ai des palpitations, c'est vraiment physique hein, ce qui se passe. Et puis je vais me mettre à mal dormir et puis je vais être obligée de prendre un comprimé parce que bah, demain la semaine commence et ça va être l'horreur.
voilà, je vais un peu dans l'extrême, mais on peut le Mhm. vivre aussi avec un peu moins d'intensité, mais c'est quand même là. C'est quand même là. Donc ça, c'est les signes les plus courants, je dirais. Et- La fatigue, l'anxiété, et puis les tensions. Les tensions, quelqu'un nous fait une petite réflexion ou une remarque, ou même comprend comme tel d'ailleurs, qui est peut-être même pas forcément une remarque, mais comprend comme tel, et on est tout de suite en réaction. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas, en général. Alors, il y en a beaucoup qui, moi je le vis encore au quotidien hein, dans les organisations. Euh, on dit, ben, tiens, il y a telle personne, elle reste impassible, elle a l'air de bien encaisser. Euh, Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, entre guillemets, euh, en termes d'affichage, encaissent mieux que d'autres? Alors, il y a plusieurs cas de figure, en tout cas, il y en a deux, on va dire. C'est soit la personne, effectivement, elle encaisse, mais elle encaisse vraiment. Mhm, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est une façade, mhm, et ben, derrière, c'est une catastrophe. Hier, justement, tiens, j'ai vu un post d'un ami sur LinkedIn. Il montrait une image où on voyait deux personnes. D'un côté, il y avait deux personnes qui se serrent la main. On perçoit un petit peu qu'il y en a une des deux, elle n'a pas l'air super bien, mais enfin, ça va, elle fait bonne figure. Et l'autre image montrait cette même personne et montrait l'envers du décor, c'est-à-dire c'était tout noir, il n'y avait pas de soleil dedans, ça brillait pas, rien. C'était une horreur. Et vraiment, c'était un peu dessiné comme ça, hein, comme un film d'horreur. Mais mhm. c'est ça qui se passe en vrai Oui. pour ces gens-là. L'autre jour, je rencontrais un directeur commercial que je connais bien, et puis bon, je voyais qu'il n'était pas super en forme, puis je lui dis, bah, prends soin de toi, hein, pose-toi un peu, fais attention à toi. Il me dit, non, mais de toute façon, il faut que ça tienne. En parlant de lui, Eh effectivement, oui. quand on le regarde, ça tient, sauf qu'à quel moment, jusqu'à quand ça va tenir? Donc il y a C'est- ça. Il y a ça Mhm. qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, non, ça, à un moment donné, ça ne tiendra plus. On le sait tous, on l'a tous vécu, ou on a tous connu des gens pour qui c'était le cas, et à un moment donné, non, ça tient plus. Il y a un truc qui lâche. Et quand ça lâche, waouh, ça fait des dégâts. Donc Mhm. c'est très bien qu'on arrive à se rendre compte que ce genre de phrase, c'est hyper destructeur en fait, et qu'il faudrait agir avant. Exactement. C'est là où bah, tout ce qu'on fait comme communication, comme information, et puis comme ce qu'on transmet dans les entreprises, que ce soit sous forme de conférences, de formations, d'ateliers, peu importe, Mhm. mais ça sensibilise les gens à se dire, ouais, c'est vrai, je tiens le coup, mais à un moment donné, là, j'en peux plus, quoi. Ou je commence à avoir des signes qui me disent que j'en peux plus. Alors, il y a ce cas de figure-là, et puis on a aussi des gens qui, effectivement, encaissent, et qui sont très bien avec ça. Et ces gens-là, eux, c'est parce qu'ils ont un système nerveux qui est très flexible en fait. Mhm. Ils ont appris à se réguler. Alors c'est conscient ou pas, ils le savent ou ils ne le savent pas, mais en tout cas ils savent se réguler. C'est-à-dire qu'ils savent revenir dans un état où ils sont en paix à l'intérieur et après agir en fonction de la situation et avoir un comportement qui est adapté à la situation, en tout cas pour eux, et qui leur convient. Et ça, c'est des gens qui sont régulés, qui ont appris, peut-être voilà, de façon intuitive, à réguler leur système nerveux. Alors justement, en parlant de solutions, tu parles souvent justement dans tes prises de position, je trouve ça intéressant de désamorcer le stress émotionnel. Alors qu'est-ce que tu entends comme notion par là? Eh ben, en fait, le stress émotionnel, il vient de là, hein, d'un système nerveux qui est dérégulé. Donc, en fait, moi, ce que j'apporte, c'est déjà la prise de conscience des trois états. Donc, on a trois états. Bon, je vais essayer de faire simple. On a trois états dans notre système nerveux. On a un système nerveux donc, où on est régulé, hein, on appelle ça le vagal ventral. Mhm. Peut-être que des auditeurs ont déjà entendu parler du système nerveux, du nerf vague, tout ça, parce qu'on commence, ça y est, à en parler C'est pas vrai. mal, Mhm. sans trop savoir à quoi ça correspond ni ce que c'est exactement, mais dans tous les cas, ça commence à venir, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Donc, on a ce système nerveux qui est régulé. On a un système nerveux qui va se mettre en état d'alerte, un état d'alerte où il va être plutôt dans le combat ou la fuite. Et puis, on a le système nerveux où là, comme il ne peut ni combattre ni fuir, il va se mettre en état d'inhibition. Il stoppe tout. Donc là, c'est vraiment l'état où on se sent je suis nul, je ne sers à rien, où on n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Voilà, ça va être vraiment ce genre d'état.
Et dans la journée, on passe, sans le savoir, dans les 3 états. Donc quand on est bien régulé, eh bien, quand on est déclenché, quand on a eu un espèce d'élan je vais parler de choses simples comme la colère par exemple, et qu'on est bien régulé, qu'on revient dans un état ventral, on va pouvoir, en gardant cette énergie de la colère, parce que la colère, elle nous envoie un signal, hein, la colère, c'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose à comprendre, et dire, ok, là j'ai eu un signal, et voilà comment je vais répondre à ce signal. Donc on répond sans partir dans tous les sens, ou sans jeter les affaires partout, enfin voilà ce qu'on peut voir parfois dans les mouvements de colère, sans avoir ces mouvements de colère justement, mais pouvoir permettre à cette colère de s'exprimer, mais de façon juste pour soi et pour l'autre aussi. Donc notre système nerveux, voilà, il passe par ces phases-là. Et en fait, la gestion du stress qu'on va pouvoir amener, c'est dans la régulation, dans l'apprentissage de la régulation de notre système nerveux. Donc déjà, ok, donc comprendre ce qui se passe, les identifier, ces états chez nous, comment ils se manifestent chez nous, parce que c'est différent chez chacun. Il y a des grandes lignes, évidemment, qui sont... je parlais de la colère ou de la fuite, c'est-à-dire la fuite, par exemple, c'est souvent la procrastination, par exemple, c'est une fuite, c'est un système nerveux qui est dérégulé, c'est un système nerveux qui nous protège de quelque chose. Parce que c'est ça que je n'ai pas dit, que c'est très très important, c'est que notre système nerveux nous protège toujours. Il est toujours bienveillant avec nous-mêmes. Il nous protège. Mais des fois, c'est pas adapté. Des fois, on dit, mais pourquoi j'ai encore agi comme ça alors qu'il n'y a aucune raison? Mais si, parce que lui, il a ressenti quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec les animaux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui est malgré nous. Par contre, on peut apprendre à le réguler. On peut apprendre à l'identifier. À dire, ah, ok, là, ça y est, il y a ça qui est arrivé. Même si c'est après coup, c'est pas grave. Du moment qu'on l'a identifié, on va dire, ok, je reviens. J'ai des techniques pour revenir, je les ai apprises pour revenir en sécurité. Et maintenant, je peux soit laisser exprimer ça, soit adopter un autre comportement, parce que celui-là, il n'est pas adapté. Est-ce que tu peux justement nous parler de quelques techniques simples, efficaces, que tu pourrais partager avec les auditeurs? Alors, je sais qu'il y en a plein, mais est-ce que tu en aurais quelques-unes qui te paraissent intéressantes à partager? Alors, oui, sachant que il n'y a jamais de baguette magique. Il faut faire tout un travail en amont, quand même, pour que c'est ce que je vais te dire, ce soit efficace. Oui. Cependant, on a quand même quelque chose en nous qui est très simple à utiliser, c'est notre respiration. Alors ça paraît une évidence, une banalité, tout ce que vous voulez. On entend toujours tout le monde dire mais respire, il faut que tu apprennes à respirer, tout ça. Mais bon, c'est sûr que quand on ne sait pas pourquoi on le fait, ni comment, ni à quoi ça sert, c'est un peu plus compliqué déjà à l'implémenter pour soi et à le garder en fait. Hein. Mais c'est notre respiration. Alors il y a une petite technique qui est très simple, c'est par exemple quand vous sentez un état de stress qui monte ou bien même qui est passé, vous avez eu un gros coup de stress, quelque chose de très simple, c'est adopter une technique qui s'appelle la technique des 3 soupirs. C'est très simple ça. Et ça, les animaux le font naturellement. Vous avez déjà vu un chien ou un chat tourner en rond pendant 3-4 minutes, se coucher et puis soupirer, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qui est physiologique, qui dit au système nerveux « calme-toi, ça va bien se passer » ou « calme-toi, ça y est, c'est terminé ». Donc c'est un signal qu'on envoie et ça, il suffit de le faire 3 fois de suite. Et vraiment, c'est vraiment, on le fait 3 fois de suite et on sent tout de suite un apaisement. Ça ne veut pas dire que l'apaisement va durer, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, sur le moment, ça va vous apaiser. C'est pas une baguette magique. C'est vraiment quelque chose, moi quand j'accompagne les gens en individuel par exemple, c'est vraiment quelque chose, c'est le premier outil que je donne, mais c'est un outil que je leur demande de faire, d'utiliser plusieurs fois par jour et tout le temps. Est-ce que tu as fait la technique des 3 soupirs? Non, j'ai oublié. Ok, continue la technique des 3 soupirs. C'est vraiment la base, c'est la base. L'intérêt comme un réflexe, peut-être? Oui, après ça devient un réflexe en fait. D'accord. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que bon, ça fait partie du process aussi d'apprentissage, parce que c'est un accompagnement un peu éducatif, si tu veux, que je propose. Parce que l'idée, c'est que les gens soient autonomes, hein. C'est pas qu'ils aient besoin de moi ou de quelqu'un d'autre après.
Et oui. Donc je leur explique et je leur apprends et je leur donne des techniques. Mais des techniques, après, elles vont marcher, ça dépend des gens, elles vont marcher plus ou moins tout de suite ou voilà, il va falloir implémenter ça. Mais dans tous les cas, oui, ça finit par devenir un réflexe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'observer chez soi quand ce réflexe il arrive. À quel moment j'ai ce réflexe? Parce qu'on l'a ça. Et quand tu en es conscient, tu dis ah ouais, tiens là, naturellement j'ai soupiré. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Observer tout ça. Dire ok, donc ça fonctionne. À tel moment, ça fonctionne. Donc je vais pouvoir le reproduire à nouveau. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à tester. Dans tous les cas, ça, la technique des 3 soupirs. Et puis, il y a aussi autre chose qui est assez accessible pour tout le monde, si vous regardez sur vos applications de téléphone, c'est la cohérence cardiaque. Et oui. Alors, à toutes les sauces, la cohérence cardiaque, oui, parce que c'est tellement bon pour l'organisme, pour tout un tas de raisons, que je ne vais pas expliquer ici. Vous regarderez sur Internet, il y a plein d'infos. Vous demandez à ChatGPT, il est très fort. Et, mais en tout cas, pratiquez. Vous posez pas de questions, pourquoi, comment, machin. 3 fois par jour, c'est très simple. C'est 5 minutes 3 fois par jour, on les a tous. Et vous n'êtes pas obligé d'être en méditation pour le faire. Vous pouvez faire ça pendant que vous êtes dans votre voiture. Vous pouvez faire ça quand vous êtes en train d'attendre, vous savez, avec votre caddie, là, que la caissière, elle est de vous. Ben, à des moments clés comme ça, enfin clés d'ailleurs, non, c'est pas du tout des moments clés, mais enfin, à des moments où vous avez le temps, vous avez 5 minutes, ben, faites ça. Cohérence cardiaque. Essayez d'y penser, de l'implémenter ça, et vous allez déjà apprendre votre système nerveux à se réguler, même si vous ne savez pas trop ce que vous faites. Voilà. Ça, c'est vraiment 2 techniques qu'on a sur nous et qui sont simples à mettre en place. Alors, merci pour ces outils précieux. Et justement, j'avais une autre question sur l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous partager justement un ou deux cas pratiques, pardon, qui ont transformé justement une situation qui était peut-être un peu figée ou une problématique, et pour illustrer comment tu abordes les choses. Alors j'ai un exemple qui est actuel, hein, puisque j'accompagne quelqu'un qui est spécialisé dans le massage, qui a formé énormément de personnes. Je ne vais pas en dire trop parce que je ne veux pas, Bien sûr. pas que les gens découvrent qui c'est. Donc lui, il a une approche vraiment corporelle de tout ça. Quand on parle du nerf vague, il sait ce que c'est. Du système nerveux, il comprend. Enfin, il sait même le toucher, lui. Mais par contre, pour lui, ça fait 6 semaines qu'on travaille ensemble, en individuel pour le coup. Et pour lui, c'est une révélation en fait, ce que je lui amène en plus, parce que maintenant il comprend ses gestes, il comprend ce qui se passe en lui, parce qu'il dit ça fait 20 ans que je suis dans le bien-être et tu m'amènes une autre vision en fait, une autre dimension. Et pour lui, les déblocages, parce que là il est en train de vivre quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'est pas terminé, hein, qui était déjà là il y a 6 semaines et qui est toujours là, sauf que son approche maintenant est différente et son ressenti est différent, c'est-à-dire que maintenant il est plus posé, il fait ce qu'il a à faire, mais ça n'impacte plus sa vie au quotidien, ou en tout cas beaucoup moins. Bien sûr, il y a encore des moments où ça fait que 6 semaines, hein, on n'est pas non plus... Oui. On ne fait pas des miracles, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il a, grâce à ça, il arrive maintenant à mieux gérer ce qu'il a à gérer, et puis à ce que ça ne l'impacte plus personnellement, que ne plus prendre les choses, on en parlait tout à l'heure, de plus prendre les choses comme des attaques justement. Et il ressent cette paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis très très longtemps. Alors qu'il est dans le bien-être, alors qu'il sait ce que c'est que la méditation, la cohérence cardiaque, tout ça, tous ces outils, il les a déjà. Sauf qu'il ne savait pas trop finalement, enfin ça c'est mon analyse maintenant, mais il ne savait pas trop finalement à quoi ça servait tout ça. La finalité ou le but profond. Ça. Et là, on est en train de remettre en fait le socle sur lequel tout le reste s'appuie. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est tellement, ça semble tellement évident quand je le dis, quand j'en parle, et quand je le fais vivre aux gens, je dis mais oui, effectivement, mais tu as raison, c'est ça. Il me manquait ça. C'est comme si vous allez marcher en forêt pendant des jours et des jours pieds nus. À un moment donné, quand vous remettez les chaussures, vous dites ah oui, en fait, ça va mieux avec les chaussures.
Je vais plus loin. Parce que oui, c'est sûr qu'on est fait pour marcher pieds nus au départ. Mais enfin, on va quand même beaucoup plus loin avec des chaussures, avec une bonne semelle. Effectivement. Et c'est vrai que tu vois, en entreprise, je pense les salariés qui sont, enfin, des collaborateurs qui sont des êtres avec toute leur dimensionnalité, ont besoin de revenir justement à cette cohérence du tout entre le corps, l'esprit, le sens qu'ils donnent à leur travail. Quelque part, c'est ce que tu apportes justement avec tes approches. C'est ça, c'est parce qu'on est complètement dissocié en fait. On a dissocié le mental du corps. Mhm, Et moi, la première, hein, attention, hein, moi je suis très mentale hein, au mhm, départ. Sauf que pour moi, déjà, j'ai vu ce que ça avait fait enfin, l'impact que ça a eu, cet apprentissage de la théorie polyvagale, parce que j'ai vécu hein, en même temps. J'ai vécu d'abord un coaching comme ça, et puis après, je me suis formée. Parce que mhm. j'ai dit, il faut que je transmette ça, c'est juste énorme. Puis on fait des pas de géant, on fait des pas de géant, même quand on maîtrise plein de techniques. Et oui, on est dissocié, on a vraiment, on a dissocié le mental du corps, alors que non, tout est lié. Et c'est tellement évident. Et encore une fois, on est des animaux, pardon, hein, mais au départ, même si on a un cerveau qui s'est développé, au départ, on a quand même tout le reste. Et tout le reste a une fonction. Et tout le reste est là pour nous maintenir en vie, en fait. Donc on peut pas dire, bah toi, tu nous maintiens en vie, mais laisse-moi tranquille parce que j'ai mon cerveau et je vais m'en servir. Ah oui, Et mais oui. tu te sers pas de tout, en fait. Il te manque des choses, là. Il te manque des jambes, des bras, et puis il te manque tout le système, là, qui fonctionne pour te maintenir en vie, pour te garder en vie et pour te protéger. Et ça, c'est quand on a compris ça et qu'on l'a implémenté pour soi, parce que là, ce que je dis, évidemment, ça touche pas, ça ne peut pas vous toucher personnellement, puisque sauf si vous en avez déjà entendu parler et que vous avez déjà expérimenté certaines choses. Mais tant que vous n'avez pas, voilà, tant que vous n'êtes pas posé, dit bon ben voilà, mon système nerveux à moi, il fonctionne comme ça. Moi, c'est ça qui me déclenche. Voilà, tant que vous n'avez pas fait tout ce travail, Mhm. et ça, je l'amène aussi en entreprise, en collectif, hein, parce que une équipe, ça fonctionne aussi comme une entité finalement. Mhm. Un On être vivant. amène aussi pour l'équipe. Et ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on va pouvoir transmettre à l'équipe, ça va se répercuter sur l'individu. Et l'individu, ça va être utile pour lui à son travail, dans ses relations pro, mais aussi dans sa vie perso. Et là, on touche toutes les sphères. On remet le socle pour toutes les sphères de la vie, tous les domaines de vie. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que tu touches une notion là importante, c'est qu'un être humain vient avec tout son background, son histoire, et quand il rentre dans l'entreprise, il met pas sa dimension qu'on a cru personnelle au pied de la porte de Non, l'entreprise. on ne peut C'est il pas. vient avec ce qu'il est. Exactement, on ne peut pas, on ne peut pas. Mm. C'est un leurre, ça, de dire je Mm. laisse mes problèmes à la maison. Mais non, on les Dans prend les deux sur nous, sens. nos problèmes. Mais bien sûr, oui, d'ailleurs, dans les deux sens, tout à fait, tout à fait. Mais on se permet plus de ramener nos problèmes de travail à la maison que l'inverse, Mm. curieusement. Donc c'est pas mieux. C'est pas C'est mieux parce vrai. que les conflits, quand ça va pas au travail, ben, ça finit par plus aller à la maison non plus. Ça va plus avec les enfants parce qu'on s'énerve rapidement, parce qu'on a été déclenché toute la journée, on ne s'est pas régulé, on arrive à la maison, on est toujours déclenché. Donc notre enfant, il est là, il court partout, il joue avec ses jouets, il fait du bruit et on explose. Ou notre conjoint, notre conjointe, pareil, elle a aussi ses besoins, ou il a aussi ses besoins, son vécu de la journée, et puis il arrive aussi avec tout ce qu'il a déclenché, ou pas. Et si c'est ou pas, tant mieux. Mais c'est pas une éponge non plus, c'est pas un défouloir, notre conjoint ou notre conjointe. Mm. Donc tout ça, on traîne tout avec nous tout le temps, tout Et le oui. temps. Donc si on arrive à se réguler ou au travail ou à la maison ou les deux, ben, on est en paix avec soi. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de problème jamais. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir toujours des choses qui nous déclenchent, mais on saura réagir. On saura réagir sans être, ben, on saura agir sans être dans la réactivité. Et oui. C'est plutôt ça. Et ça, c'est précieux. C'est précieux, on en a tous besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'on a tous de la pression au travail, on a tous de la pression environnementale, on a tous de la pression gouvernementale, tout ça, on le vit tous en fait. Et puis, on a besoin d'être en paix à l'intérieur pour encaisser tout ça. Parce que ça nous stresse, et c'est normal.
Et on peut pas on peut pas vivre dans un monde de bisounours. Oui, il y en a, ils essayent. Mais enfin, être bien dans sa peau, être en paix avec soi, c'est pas vivre sur une île déserte, tout seul. C'est vivre en paix avec soi et en lien avec l'autre. Parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin du lien. Qu'on le veuille ou non, on a besoin du lien. Même si on dit, allez, maintenant c'est bon, foutez-moi la paix, je veux plus voir personne. Oui, momentanément, ponctuellement, ça peut faire du bien. Mais globalement, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour être tous en lien, les uns avec les autres. D'ailleurs, on le sent bien. Quand on va à un concert, par exemple, il y a des milliers de personnes. On ressent cette énergie, cet élan, tout ça, c'est collectif. Et c'est pareil dans une équipe. Quand on ressent ça, l'équipe, elle fonctionne bien, l'entreprise va mieux aller, tout le monde va être plus coopératif, va avoir plus de motivation, va être mieux au travail. Donc forcément, il va y avoir pour l'entreprise, ça va être 100% gagnant. Et oui. Tu sais, en t'écoutant, et puis je croise aussi avec d'autres interviews que j'ai fait parallèlement, il y a une récurrence à chaque fois dans vos propos, c'est le temps, cet espace-temps de régulation où on met pause et on s'accorde du temps pour réguler. Et on constate tous que, en fait, dans une accélération de la société, de la performance, de l'excellence, en fait, l'entreprise est en train de rogner sur ces temps de régulation. Et ça, c'est des temps précieux. Et tu vois, tu viens encore de le confirmer. C'est peut-être un axe à étudier dans les entreprises, à comment créer un cadre où les collaborateurs peuvent bénéficier et s'octroyer ce temps de régulation. Et en amenant des expertises, par exemple, comme la tienne, sur comment on régule, comment on apprend à le faire, comment on l'automatise, Oui, tu vois? parce que le temps de régulation, ça n'a pas besoin d'être un temps imparti. Ça peut pas, c'est pas forcément dire bon ok, donc là on a une réunion et pendant 1 heure on va se réguler. Non, non, c'est Hmm. pas ça. C'est une régulation individuelle qui va Et agir oui, sur le collectif en fait. Et c'est là où éduquer les gens sur le système nerveux, sur la régulation, sur la sécurité relationnelle, eh bien, c'est là où ça va avoir un impact, parce que ça va pas avoir un impact sur le temps ou la performance. Ça va pas être, par exemple, obligé de s'arrêter, de faire quelque chose pour... Non, c'est individuellement, chacun va pouvoir se dire, bon, ok, là, je suis déclenché, il faut que je prenne 5 minutes, j'ai besoin de 5 minutes pour me réguler, c'est tout. Et après, on repart. C'est pas juste dire, on va mettre un espace de bien-être. Oui, c'est toujours bien de mettre une belle salle avec des plantes vertes, avec une ambiance détente et tout. C'est super. Ça va être l'endroit où la personne va pouvoir aller se réguler. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va agir sur la régulation si les gens ne savent pas à quoi ça sert, ni et comment oui, faire. Parce qu'il y a ça aussi. On a complètement. beaucoup d'injonctions dans le développement personnel. Il faut C'est faire vrai. ci, penser positive, nani, nana. Hmm. Et quand on est déclenché, les pensées positives, on n'y a pas accès. Hmm. Quand on est déclenché, enfin, tous les outils, on n'y a pas accès en fait. On n'y a pas accès. C'est Donc vrai. comment on fait? Comment on fait si on n'a pas appris? Comment on fait si on n'a pas la connaissance de tout ça? Donc c'est ça que moi je veux transmettre au plus grand nombre en fait. En tout cas, c'est vraiment très intéressant et j'aimerais aussi que les auditeurs puissent découvrir un autre volet enfin, qui est, on pourrait croire en fait que c'est le grand écart, mais au contraire, ça se rejoint. C'est la place de l'être humain face à l'IA, parce que je sais que c'est un sujet qui t'est cher, voilà que tu investigues dans sa dimension holistique. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement euh, sur cette intelligence artificielle qui prend de plus en plus cette place dans l'entreprise versus l'équilibre de l'être humain? Alors oui, en effet, je suis un petit peu geek à mes heures et je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. J'adore ça, je trouve ça passionnant. Euh, L'IA, en fait, c'est un outil extraordinaire. Bon, il faut quand même juste garder en mémoire que dans l'intelligence artificielle, il n'y a d'intelligence que le nom. On se rappelle que c'est quand même nous qui avons créé tout ça et qu'on est derrière tout ça. Mais pour autant, c'est un outil extraordinaire, c'est un assistant incroyable. Ça fait gagner du temps, ça permet aussi de pouvoir réfléchir à des sujets, lancer un sujet à l'IA et puis aller approfondir, dire ah oui, ça c'est un axe que j'avais pas exploré, voilà. Euh, et en même temps, l'IA n'a pas cette dimension justement corporelle, n'a pas cette dimension spirituelle non plus, même si
on est sur des IA génératives et qu'on pressent qu'il va y avoir quelque chose d'énorme parce que ça se développe, ça grossit un peu comme un blob, là, ça grossit, ça grossit, ça grossit, plus on nourrit, plus ça grossit. Mais à mon sens, il manquera toujours ça. Il manquera toujours ce relationnel, ce ressenti, parce que quand deux êtres humains sont ensemble, les systèmes nerveux se mettent en communion, en fait. C'est ce qu'on appelle la corégulation. Des histoires un peu plus techniques, mais voilà. Ce que n'aura jamais l'IA, il lui manquera toujours ça. Et oui. On aura beau faire ce qu'on veut, il manquera toujours ça. Donc, pour moi, l'IA dans l'entreprise, c'est extraordinaire. Pour autant que les gens ont appris aussi qu'à côté, on est des êtres sociaux, on est des êtres humains et qu'il faut être en lien les uns avec les autres. Je pense que quand on aura compris ça, quand on aura enlevé un peu ces barrières de pression, je pense aux dirigeants qui peuvent malgré eux mettre de la pression sur leurs salariés, leurs équipes, aux managers aussi qui ont des résultats à fournir, qui ont cette pression et tout ça. Tant qu'on n'aura pas résolu tout ça, là, tant qu'on n'aura pas implémenté cette régulation chez les gens et l'importance du lien les uns avec les autres et du lien dans la paix, parce que c'est ça qu'on recherche tous, Bien sûr. à l'intérieur, c'est être en paix. C'est l'ultime quête, en fait, c'est la paix. Et ça, l'IA l'aura jamais. Elle saura jamais nous mettre avoir ça. Donc, pardon. Ça nous pousse aussi à quelque part, avec la montée en puissance de l'IA, à reconsidérer quelle est la vraie valeur ajoutée de l'être humain, quelque part, dans une organisation. Absolument, c'est ça. La vraie valeur ajoutée dans une organisation, c'est l'être humain. C'est juste ça. C'est Exactement. juste ça. Une fois qu'on a... Parce qu'on le dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et justement, souvent, les entreprises sont démunies parce que oui, alors ok, la santé mentale au travail, c'est le sujet de l'année, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? On va chercher une petite formation par-ci par-là, on va faire une belle salle de repos, on va mettre un petit baby-foot là, mais est-ce que ça suffit pas. Non, bien sûr. Alors si on fait le lien avec le stress, et le désengagement, est-ce que tu penses que l'IA, ça peut accentuer, être une source de stress supplémentaire, désengagement, ou au contraire, libérer du potentiel humain, ou peut-être entre les deux? Ça va être ou l'un ou l'autre, ça va dépendre de la personne, comment elle réagit. Si elle prend l'IA comme une menace parce qu'elle est en stress. Hein. Imaginons une personne qui est déclenchée en mode colère ou fuite ou voilà. Imaginons une personne comme ça, elle travaille avec l'IA et elle va avoir cette sensation que l'IA lui pique son job en fait. Donc elle va être encore plus en insécurité. Donc elle va être plus encore dans la fuite ou dans la colère ou dans l'activation comme ça. La même chose pour une personne qui est en dorsale. On a des tendances, hein, on a notre système nerveux, on a des réactions, des comportements qui sont autonomes. Donc il y a des personnes qui vont avoir tendance naturellement à être en sympathique, activée, et d'autres personnes qui vont avoir tendance naturellement à être en dorsale. Par exemple, moi, mon système nerveux autonome, quand il est menacé, c'est dorsal. Donc, dans ces cas-là, moi, je pourrais percevoir l'IA comme aussi une menace, dans le sens où, de toute façon, moi, je suis incapable de réfléchir comme elle, ou comme lui. Enfin, moi, c'est plutôt lui, d'ailleurs, quand je lui parle. Je suis incapable de réfléchir comme lui. J'ai pas les capacités. De toute façon, il est meilleur que moi. Et même si c'est pas un discours que je tiens consciemment, c'est peut-être comme ça que je vais le ressentir. Et du coup, mon système nerveux va encore plus se mettre en dorsale et va se sentir encore plus menacé. Ok. Et à l'inverse, si on a des gens qui sont régulés ou qui arrivent à se réguler, parce qu'à un moment donné, se rend compte mais ça, en fait, ça m'a fait drôlement avancer cette histoire-là. Si j'avais pas demandé à ChatGPT ou à je ne sais qui, ou je ne sais comment, peu importe la façon dont l'IA est dans l'entreprise, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu le faire. La personne qui est régulée, elle va prendre ça, comme c'est, comme un fait. Elle va pas se sentir menacée, donc ça va être un facteur de croissance incroyable. Mais parce que la personne est régulée, encore une fois. C'est vraiment la base de la relation avec soi aussi. Et la relation avec soi, c'est ce qui va aussi permettre à la personne d'accepter que l'intelligence artificielle fasse partie de son quotidien au travail
ou même à la maison d'ailleurs, mais à la maison, on arrive mieux à l'accepter en fait. Pour moi, ça quand même. Alors justement, quand on revient sur la valeur ajoutée de l'être humain, est-ce que tu as identifié des qualités qui sont profondément humaines, du coup, euh, qui vont rester irremplaçables face à l'IA? Eh ben, c'est la qualité du lien. Voilà, c'est tout. Enfin, pour moi, il n'y en a pas 40 000, hein, parce que tout le reste découle de ça. Et oui, Donc, à partir de là, toutes les autres qualités, elles vont apparaître. Ça va tellement être dépendant de chacun, de la qualité qu'on va développer et dont on va avoir besoin bien pour sûr. résister au changement, pour être plus assertif, pour être plus motivé, pour s'engager dans ce qu'on fait, pour retrouver du sens aussi, parce qu'il y a ça aussi, on a aussi la Mhm. perte de sens. Tout ça, c'est des atouts qu'on va pouvoir développer à partir du moment où on a cette qualité de lien, de relation avec soi et avec les autres. Alors maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps. Je t'emmène dans l'entreprise dans 10 ans. Hop, Ok. téléportation, avec Wow. l'IA peut-être, on ne sait jamais. Et là, la question que je me pose, c'est la place de la gestion émotionnelle dans l'entreprise. Comment tu la vois dans une dizaine d'années, admettons? Alors, dans un monde utopique, moi, je vois Hmm. que tout le monde sait se réguler et que chacun est en paix avec soi. Ça, c'est mon monde utopique à moi. Hmm. Euh, Sinon, pour arriver là, peut-être que c'est pas dans 10 ans du coup, mais plutôt dans 50. Hmm. Mais pour arriver là, moi, je vois plus de gens, de professionnels, d'experts comme toi et moi, comme d'autres, euh, qui sont partie prenante dans l'entreprise en fait. Partie prenante, pas dans le sens être salarié de l'entreprise ou quoi, mais être là, être là toujours en soutien et que les entreprises comprennent qu'on est là pour les aider, pour les accompagner à être plus performants, plus efficaces et que c'est une vraie qualité et que on devrait utiliser ça, le mesurer de la même façon qu'on mesure les indicateurs financiers, les indicateurs de développement, etc. Eh oui. Et pour moi, l'entreprise idéale, elle est là. Elle est au même niveau, la qualité du rapport humain, des liens, du relationnel dans l'entreprise, au même niveau que tout le reste. Quelque part, on pourrait avoir une place c'est difficile de mettre un mot, mais pour renforcer ce lien social, justement, créer un contexte de sensibilisation, d'ouverture d'esprit, peut-être de technique aussi, pour renforcer ce lien social. C'est ça. Mais que ce soit, voilà, tu me parlais de l'entreprise idéale. L'entreprise idéale dans 10 ans, elle se pose pas la question, c'est là. C'est ça, c'est une Ça en fait évidence. partie. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu les prémices, même Mhm. s'il y a certaines entreprises qui l'ont compris, mais globalement, c'est difficile et de le comprendre et de le mettre en place et de l'implémenter. Et voilà, pour l'instant, on en est au démarrage, mais j'espère, je souhaite, parce qu'il y a quand même de plus en plus de besoins, et on a enfin compris que la santé mentale, c'est un sujet en entreprise, qu'on ne peut plus faire l'impasse là-dessus, parce que quand on voit les chiffres, c'est monstrueux les chiffres, c'est aberrant de voir des chiffres pareils, et de plus en plus de gens se disent, ah mais en fait je suis pas seule à vivre ça. Eh L'entreprise oui. aussi, elle se dit, ah mais non mais c'est pas que mon entreprise, c'est aussi l'entreprise du voisin, machin. C'est un fléau en fait. Mhm. C'est un fléau social, c'est un Vraiment. fléau collectif, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qu'on a les moyens de lutter contre ou de travailler avec. Donc Oui. allons-y, allons-y. Alors justement, si tu devais laisser un message aux auditeurs, qu'ils soient dirigeants, DRH, managers, collaborateurs, pour mieux vivre cette gestion émotionnelle, alors dans un monde du travail qui est de plus en plus, on va dire, digitalisé, qu'est-ce que tu leur passerais comme message? Alors moi, le message que je passerai individuellement pour chacun, c'est de reprendre, alors je sais, c'est un peu bateau, mais reprendre du temps pour soi, Hmm. reprendre, même si ça paraît évident, mais reprendre le temps oui, de respirer avant de prendre une décision, de respirer quand on rentre en réunion, de se réguler, parce que plus on va se réguler, plus on va, je parlais de co-régulation tout à l'heure, plus l'autre en face va se réguler aussi. On a aussi cette responsabilité individuelle d'être en paix avec soi pour pouvoir transmettre ça aux autres, à ceux qui n'y arrivent pas. Et il y a des gens
qui naturellement vont être plus en capacité de le faire, allons-y, accordez-vous ça, accordez-vous d'être en paix à l'intérieur de vous et de diffuser cette paix à l'extérieur. C'est un petit peu un message, Non, mais c'est mais, important. mais voilà. Et pour faire ça, voilà, la respiration. Respirez déjà. Respirez. Je vous ai parlé de cohérence cardiaque. Implémentez ça dans votre vie, vous allez voir la différence. Même si vous ne comprenez pas trop comment et pourquoi, on s'en fiche, faites-le. Et puis soupirez avant de prendre une décision, que vous sentez que ça monte. Allez-y, quoi. En t'écoutant, Bon sang. tu sais, en t'écoutant, j'avais une petite image qui me venait en tête. C'est, j'imagine, un petit comité de direction où tu as les managers qui se disent, eh bien, si on commençait, avant de discuter de l'ordre du jour, de faire un petit travail des 3 soupirs, justement. Je me dis, dans un monde des bisounours, entre guillemets, dans un monde idéal, mais peut-être que ça serait un automatisme, on ne sait jamais, dans quelques années. On peut faire ça, mais aussi on peut, dans cette image avant de réunion, c'est de s'intéresser sincèrement à l'autre, puisque la clé, c'est le lien. Comment tu vas aujourd'hui, et pas juste dire bon, ça va, comment tu te sens. Bonjour, ça va. Le bonjour, ça va, que tout le monde se fout de la réponse. Non, c'est vraiment comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe. Ah, ok, tu as ça dans ta vie, je comprends. Juste être là, écouter l'autre, s'intéresser à l'autre. Ça aussi, c'est un moyen de co-réguler. Souvent, je dis aussi aux gens que j'accompagne, il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage, quand tu l'appelles ou quand tu lui parles, quand tu le vois, ça te fait du bien. On a toujours une personne comme ça. Oui. Ça peut même être une personne qu'on ne connaît pas, ça peut être quelqu'un qu'on regarde sur une visio, ça peut être quelqu'un qu'on écoute, ça peut être un podcast par exemple, mais peu importe. Mais ça aussi, ça régule. Donc l'image de la réunion, là, on arrive le lundi matin en réunion, au lieu de démarrer la réunion et de dire des ça va en l'air comme ça, non, s'intéresser sincèrement à l'autre. Et puis se co-réguler comme ça aussi, c'est de la régulation. Et puis après, on peut implémenter, on va démarrer, ok, tout le monde est prêt, ok. Allez, on fait nos 3 soupirs, tout le monde là, hop, et après on y va. Oui, ça peut être ça. Ça pourrait être bien d'ailleurs. Et c'est vrai, tu sais, tu parlais du ça va. Moi, j'ai fait le test, le ça va qui est très impersonnel. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un comme ça, même qu'on connaît pas, ça va, c'est très impersonnel. Et comment tu te sens? On voit de suite en fait la posture des gens et il n'y a pas la même communication non verbale justement et on sent qu'il y a un lien qui se crée en comment tu te sens. C'est comme si il y avait un lien empathique en fait qui se crée. Et je trouve que c'est vachement intéressant la manière de créer la première amorce d'interaction avec les gens, je trouve. Oui, c'est ça. Tu fais de la co-régulation avec l'autre en fait. Voilà. Donc, ça c'est la clé. Elle est là la clé. Oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, Nathalie, c'était vraiment très riche, passionnant. Je suis sûr que les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Et est-ce que tu veux nous laisser un petit mot pour finir avant de... Écoute, déjà, je te remercie infiniment de m'avoir invité sur ce podcast et de m'avoir permis d'exprimer ça. Donc, c'est vrai que je l'exprime aux gens que j'accompagne, donc ils sont convaincus, mais là, ça permet aussi de parler comme ça d'une façon plus générale et c'est chouette. Et c'est chouette de pouvoir transmettre ce message. Et voilà, moi, je me répète, mais régulez-vous, quoi. Régulez-vous. Régulez-vous et puis allez chercher cette paix intérieure. Vous allez voir que c'est waouh, ça change la vie. Ça fait du bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une bonne continuation et continue à porter ce message. En tout cas, moi, je le partage avec toi et j'aurai grand plaisir de t'écouter à nouveau. Merci beaucoup, Johan. Merci et puis merci à tous les auditeurs et je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions avec d'autres invités, d'autres visions, d'autres regards et toujours autant d'authenticité. Et donc moi je prends toujours autant de plaisir à vous partager tout cet univers. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.